Merci pour l'invitation, mais je vais du coup tout de suite rebondir pour évoquer que ce diplôme-là dont je vais parler, il s'est aussi nourri de ces discussions, de ce travail au sein de l'Écopolien. Mais avant ça, je voudrais juste revenir pour me présenter je vais essayer brièvement. Donc moi j'ai une formation de paléoclimatologie, donc ma thèse, mon postdoc, j'ai été recrutée sur un profil de paléoclimatologue, le climat du passé. J'étais géochimiste, je travaillais sur les sédiments marins que j'utilisais pour retracer la variabilité de la circulation océanique profonde en lien avec les changements climatiques. Et ça a duré un certain nombre d'années jusqu'à ce que je sois recrutée. Et puis dès l'instant où j'ai été recrutée, je pense des questionnements que je pouvais avoir depuis un moment, mais en fait j'étais dans le train qui filait à grande vitesse parce que ce que je faisais, ça marchait, donc je continuais. Mais quand même, il y a des petits moments, peut-être les fameux triggers qu'on évoquait ce matin, là, les petits grains de sable, qui venaient, perturber la mécanique. Et au lieu de me réjouir de mon super poste d'enseignante-chercheuse, je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, il a fallu du temps, les années aussi, un peu de réflexion, tout ça, pour que je réalise que je pouvais peut-être travailler différemment. Et donc, du coup, j'ai abandonné la paléoclimatologie. Je me suis tournée vers des collègues qui travaillent en sciences sociales, en anthropologie, qui sont économistes aussi de l'environnement, des disciplines où il m'a fallu un petit peu, où je suis toujours, en fait, je suis en apprentissage. J'ai l'impression que je vais faire une thèse éternelle, mais en tout cas, je suis dans ce mode-là. Et je travaille maintenant, je suis coordinatrice d'un projet interdisciplinaire qui s'appelle Samper Arctic pour Sense Making, Place Attachment and Extended Network as Source of Resilience in the Arctic. Et en fait, sur le terrain, en Arctique, je fais un travail d'anthropologue ou d'ethnographe. En tout cas, j'utilise leurs méthodes, leurs outils. Je vais enquêter dans des petites communautés arctiques. Mais voilà, c'est pas de ça que je vais parler, mais c'était de cette quête de sens, ce besoin d'alignement avec quelque chose qui n'allait pas. Donc, je me suis tournée vers l'interdisciplinarité pour mes pratiques de recherche. Et puis aussi... j'étais un peu... j'avais l'impression d'être condamnée à faire des enseignements qui m'échappaient un peu, mais je trouvais qu'il manquait de sens à nouveau. Et c'est grâce à l'expérience d'une école d'été interdisciplinaire qui était organisée par les collègues de Grenoble, autour de 2 degrés justement, où tout ça s'est mis en place, les réflexions, oui, mais en fait... peut-être que je peux aussi m'emparer de ces questions-là, les questionnements que j'avais. En fait, ah oui, c'est l'écologie politique, ça répond pour beaucoup de choses. Je ne connaissais pas ce concept-là. Et voilà. Et du coup, on a mis en place suite à cette école d'été, on a mis en place l'équivalent de la Técopole dans la région francilienne, parce on était une dizaine de chercheurs cette école d'été à y participer, et on s'est dit il faut qu'on fasse ça dans la région parisienne. Donc on était une dizaine au départ, maintenant je crois qu'on est plus d'une 50aine à l'Écopolien. Mais du coup ça a été des rencontres hyper intéressantes, des gens de disciplines complètement diverses. On a eu la chance d'avoir Steve Agimon qui était historien de l'environnement et du coup, qui nous a vraiment éclairé sur des manières de voir, sur des lectures, sur des approches, sur différentes méthodologies et autres regards. Et puis très vite, on s'est dit, on a organisé des séminaires, des interactions. On a pu avoir notre première conférence. C'était un regard croisé entre Valérie Masson-Delmotte et Jean-Baptiste Fresso. Et donc c'était assez rigolo de faire se rencontrer 2 discours, un discours plus institutionnel, parce que Valérie présentait des travaux du GIEC et les travaux d'un historien, et il y a eu tout un débat, et on avait réussi à mobiliser pas mal de monde, des collègues évidemment, mais c'était ouvert aux citoyens. Et malheureusement le Covid est arrivé là-dessus, donc on n'a pas pu développer cette dynamique autant qu'on aurait voulu, mais on a réussi à organiser des séminaires en ligne, etc. Et on est toujours dans cette dynamique-là. En l'occurrence, là où je veux insister, c'est cette rencontre avec des collègues curieux,
qui avaient envie de travailler différemment, qui avaient envie aussi de modifier leurs pratiques, soit de recherche, soit d'enseignement, qui étaient un petit peu réunis dans ce contexte-là. Et puis, dans les années 2000, moi, je suis enseignante-chercheuse à l'UVSQ, qui est une université partenaire de Paris-Saclay. On est, je ne sais plus où, très bien placé sur Shanghai, machin. Enfin, bref, Paris-Saclay, c'est une horreur, mais... et puis nous, on n'est pas vraiment Paris-Saclay, puisqu'on a UVSQ, et on ne sera jamais Paris-Saclay, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand même, Paris-Saclay, il se voulait comme un catalyseur des transitions climatiques et écologiques. Et on a bénéficié de la dynamique de l'ancienne présidente, qui est maintenant notre ministre de l'Enseignement, sur ces outils-là. Et elle a vraiment voulu, ministre de la Recherche, merci, elle a vraiment œuvré à essayer de faire de cet objet, de cette université Paris-Saclay qui est vraiment énorme, qui regroupe des universités, des écoles, et voilà, dans un endroit un petit peu déprimant, parce que ça a été bétonné à fond et qui continue de l'être, mais plein d'entités différentes. Et l'idée était quand même de faire en sorte que ces entités-là, elles puissent se travailler ensemble, elles puissent essayer de se croiser et puis de faire émerger des projets. Voilà. Et du coup, elle a mis en place, la présidence a mis en place les objets interdisciplinaires, les OI. Donc voilà, il y a eu plusieurs OI qui ont été mis en place, dont l'OI ALCAN, Alliance for Climate Now, dont l'idée de ces objets interdisciplinaires, c'était vraiment de créer des espaces de dialogue et d'échange pour développer des éventails de solutions qui croisent les expertises des écoles d'ingénieurs avec celles des facultés, et puis aussi de nourrir des recherches à l'interface entre les différentes disciplines qui sont portées par soit les écoles, soit les universités et tous les laboratoires associés. Et ALCAN, il vise vraiment à essayer d'utiliser ces interactions entre les différents laboratoires et composantes qui sont impliquées dans le programme pour essayer d'œuvrer à la recherche établir des projets autour d'une Alliance for Climate Now, sur de l'action climatique. Et du coup, cet objet, il est organisé en 3 piliers. Un pilier formation, dont je vais parler aujourd'hui. Un pilier plutôt innovation, qui est encore à l'état de balbutiement, mais l'idée, c'est de créer un espace ouvert où les chercheurs des différents laboratoires puissent venir ensemble, organiser des conférences, essayer un peu à l'image de Fab Lab, essayer de faire vivre une communauté autour de l'action climatique, de l'atténuation, de l'adaptation et de la restauration. Et enfin, un volet recherche sur les transitions, permettant de favoriser des sujets issus de questions pratiques et transverses, et tout ça à l'interface des différents laboratoires. Donc on a pu bénéficier de cette dynamique-là. Et un des premiers points qui a été, on va dire, réfléchi dans le cadre de cet objet interdisciplinaire, c'était vraiment le besoin de formation interdisciplinaire sur sur ce volet action climatique. Donc l'idée, c'était quand même de répondre à des aspirations des étudiantes et des diplômés chercheurs sur ces enjeux-là. On s'est inscrit aussi dans l'idée du rapport de Luc Abadi et de Jouzel qui avait été demandé par le MESRI sur justement comment s'emparer de ces questions-là dans l'enseignement supérieur. Donc il y avait eu un pré-rapport au début où on a commencé à travailler là-dessus. Donc vraiment, on s'est inscrit dans cette dynamique-là. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir former un grand nombre d'étudiants et de diplômés de niveau master aux problématiques de la transition climatique, tout en intégrant et en leur donnant une vision globale, incluant et mettant en avant non seulement les impacts et les solutions pour la préservation du vivant et des ressources.
Donc, au départ, ça s'appelait Alliance for Climate Now. Donc, notre EDU s'appelle Agir pour le climat. Mais c'est pas que le climat. En fait, le climat, on va dire, c'est le mot chapeau qui va englober un tout. Et on tient vraiment à mettre l'accent là-dessus. Et je dirais, cette formation, elle est arrivée aussi, quand on a travaillé dessus, il y avait toute une équipe interdisciplinaire dans laquelle, alors moi j'ai été parmi les précurseurs, au tout départ du projet. Et pour être complètement honnête, le projet il a été initié par 3 collègues de Centrale Supélec. Donc au tout départ, pour l'invitation de la part de Centrale Supélec de participer à un objet interdisciplinaire, depuis le LSCE, depuis l'UVSQ, il y avait pas mal de... Enfin, moi, spontanément, j'étais totalement réticente. Centrale Supélec, ils ont des magnifiques bâtiments Bouygues et Eiffel. Ils ont des moyens incroyables. Mais bon, ça ne collait pas forcément avec l'esprit, en tout cas, que moi, je pouvais avoir. Voilà, j'y suis arrivée un petit peu incitée par des collègues en me disant « Ah oui, non, mais ça serait bien, tu sais, ça permettrait de rameuter des étudiants Centrale Supélec pour avoir des thèses, etc. » Mais en fait, on ne peut pas travailler comme ça. C'était la motivation initiale. Je dis « Mais non, mais ce n'est pas une bonne raison. » En revanche, on se questionnait beaucoup au niveau de l'écopolien sur le fait de faire de l'entrisme ou du sortisme. Est-ce que, en fait, là, on me propose en fait de prendre part à un programme où il y aura un volet formation, où je suis légitime du coup. Est-ce que j'essaie ou pas? Je me dis bon, ok, j'y vais. C'était un petit peu délicat au début. Moi, je me sentais pas forcément à l'aise. J'étais la seule femme du comité au départ. La seule de l'UVSQ, parce que les autres étaient de Centrale Supélec. Et j'ai commencé à proposer des idées qui venaient des discussions qu'on avait pu avoir au sein de l'écopolien. J'ai commencé à suggérer des collègues qui venaient de l'écopolien. Et à chaque proposition, on me disait « Mais oui, mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire et c'est exactement qu'on veut faire. » Donc, ça qu'on veut faire. Donc, du coup, on a pu amalgamer une équipe de collègues qui n'étaient pas du tout centraliens, qui étaient du coup, qui venaient de Paris-Saclay et de l'UVSQ, pour travailler sur cette dynamique-là, indépendamment de l'esprit peut-être ingénieur ou je ne sais quoi que moi je craignais ou que je redoutais de Centrale Supélec. J'avouerai également qu'on a pu bénéficier de la dynamique et des moyens de Centrale Supélec, et c'est grâce à ce support-là aussi qu'on a pu mettre en place si rapidement notre formation. Donc voilà. Et cette formation, l'idée, c'est vraiment on a construit cette formation avec l'idée de donner aux étudiants les moyens de maîtriser les fondements et les enjeux des transitions climatiques et écologiques pour compléter leur formation initiale, qu'elle soit en sciences de l'ingénieur, ingénierie, mais sciences du vivant ou sciences humaines et sociales. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir un maximum d'étudiants. Pardon, oula. Désolée. Je vais reprendre mes notes. Je ne sais pas, avec ça. Voilà. L'idée aussi était de faire une formation, avec l'ambition d'hybrider les savoirs ingénieurs et universitaires, de faire profiter aussi aux élèves de formation universitaire une autre manière de travailler qui peut être fait au niveau des écoles d'ingénieurs, par exemple. Et elle se distingue aussi des formations classiques en centrant les apprentissages, non pas sur les disciplines proposées, mais sur un projet collectif croisant les expertises disciplinaires des apprenants et des apprenantes. En fait, c'est vraiment un point clé de la formation, c'est qu'on fait travailler des groupes projets constitués d'étudiants de formations différentes. Donc, dans chaque groupe projet, il y a un élève ingénieur, mais les autres membres du groupe sont de formations différentes et universitaires. Et l'objectif vraiment est l'acquisition de méthodes d'analyse systémique, d'un savoir-faire technique
mais également d'avoir aussi des éléments sur le volet social et le développement des sciences et des humanités. Donc l'objectif et on va dire l'ambition du DU Agir pour le climat, c'est vraiment d'offrir à ces étudiants qui ont un niveau d'expertise quand même niveau M1 ou M2, de pouvoir consolider leur expertise avec une vision holistique des enjeux de la transition, doublée d'une volet de mise en pratique et un partage des acquis avec vraiment l'idée qu'ils vont créer sans doute les métiers de demain et qui vont être acteurs dans la mise en place de nouveaux métiers permettant la transition. On a utilisé le volet DU parce que c'est un format beaucoup plus flexible qu'un master et qu'on voulait vraiment essayer d'être assez efficace. Et du coup, ça nous a permis de passer par les conseils d'évaluation. On va quand même passer par le CFVU pour valider notre DU, mais c'est beaucoup plus simple que les contraintes qu'on peut avoir quand on fait un master. Mais néanmoins, on a quand même répondu aux cases de formation. Donc, on a identifié des compétences clés qu'on visait pour notre formation, avec l'idée aussi d'avoir surtout, j'attire votre attention sur la compétence numéro 2 autour du savoir échanger autour d'un langage commun. Et donc, c'est un des objets de la formation, c'est de fournir aux étudiants suffisamment de bases de disciplines très variées pour qu'ils puissent comprendre les experts et aller s'adresser à eux et compléter, et aller approfondir le sujet. Ensuite, il y a le volet d'identification d'opportunités et de verrous sur des aspects très divers, que ce soit les aspects techniques, économiques ou juridiques, pour mettre en place des outils appropriés. Et enfin, il y a vraiment le côté peut-être plus ingénieur, qui est en tout cas quelque chose que les étudiants de formation universitaire ils sont vraiment ravis de pouvoir acquérir, sur le développement d'actions en mode projet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait communément en école d'ingé, peut-être dans certains masters très appliqués, mais globalement, quand on fait une formation universitaire classique, on n'a pas cette utilisation d'outils en mode projet, bien qu'on travaille sur des projets, etc. Donc c'est vraiment l'idée de les faire sortir aussi de leur domaine d'études, on va dire, plus classique. L'organisation du DU, il est organisé, donc, comme je vous l'ai dit, autour d'un projet qui compte pour 20 ECTS, avec un groupe de projet de 3 étudiants pour le moment, pour cette année, des groupes interdisciplinaires. Donc on tient vraiment à ce croisement ingénieur-universitaire, ce qui est assez génial parce que en fait la première édition, c'est cette année. On a lancé notre semaine inaugurale, je reviendrai dessus juste après, fin septembre. La promotion qui est peut-être petite, mais déjà d'elle-même, elle s'est organisée pour se répartir sur les groupes projets, et ça s'est fait assez naturellement, cette composition des groupes, avec un savant mélange entre les expertises et les modes de formation. Ils sont sommés de suivre 5 modules que je vais présenter juste après, sur lesquels ils sont évalués. Néanmoins, on les a vraiment encouragés à les suivre tous et force est de constater que même sans avoir à être évalués sur ces modules, on entame la 3e semaine, tous les étudiants suivent les modules, y compris ceux qui vont pas suivre. On a construit ce DU de manière à permettre une formation en double diplôme. Donc, les cours sont organisés en fin de journée, donc en cours du soir, et le jeudi après-midi, parce que c'est une demi-journée banalisée, souvent dans les universités. Donc, ils ont tous ces cours à ce moment-là. On a beaucoup d'étudiants qui sont en double formation qui font ça. On a l'idée de développer cette formation en formation continue. Donc, ça va être la prochaine étape. On a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et c'est organisé en semaines thématiques. Donc, chaque semaine, ils abordent une thématique. Ils ont
tous les cours sur les thématiques, sur les unités d'enseignement que là, je vais présenter. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, vous aurez le document si ça vous intéresse, etc. Mais évidemment, il y a une UE qui porte sur le changement climatique avec les causes et les conséquences, les différents scénarios du GIEC, etc. Mais également les différentes sources d'émissions des gaz à effet de serre, des secteurs et des leviers permettant de réduire ces émissions. Et il y a une UE qui est particulièrement, on va dire, centrale et transverse sur laquelle il y a eu beaucoup de travail de fait également. C'est une UE qui porte sur les technologies et les sociétés, dans laquelle Jean-Baptiste va intervenir justement sur une approche plutôt d'historien, avec l'idée vraiment de les faire réfléchir, enfin de les faire acquérir les éléments de réflexivité environnementale et vraiment de remettre en question le rôle des différents acteurs économiques dans le système et vis-à-vis de la crise climatique. Cette UE-là, elle a été construite avec donc des collègues enseignants-chercheurs qui ont invité une collègue journaliste. Enfin, c'est pas une collègue, du coup, c'est une journaliste qui a travaillé sur un podcast qui s'appelle Dernière Limite, qui donc avait profité des 50 ans du rapport Meadows pour interroger les experts concernant les différentes limites planétaires et qu'on a fait un podcast vraiment très construit dans lequel interviennent Valérie Masson-Delmeute pour les questions climatiques, par exemple, mais également François Gémen sur l'aspect géopolitique et les migrations, Florence Abetz pour la question d'hydrologie, Dominique Méda pour offrir une perspective un peu de comment vivre autrement, des perspectives d'avenir d'ordre philosophique. Philippe Curie sur les ressources halieutiques, Marc Dufumier sur l'aspect agro, pour l'aspect alimentation. Je m'en manque sans doute, mais en tout cas, l'ensemble des limites, les ressources en sable, par exemple, sont aussi considérées. Enfin, il y a vraiment tout ça est mis en perspective. Et ça, c'est un des supports, par exemple, qui est mis à disposition des étudiants, forcément. Et on va pouvoir terminer les semaines de cours avec une journée de débat animée par la journaliste et les experts. Et donc, du coup, ils pourront échanger sur ces différentes perspectives. D'autres unités d'enseignement, alors voilà, il y a beaucoup de textes, mais on balaie l'économie circulaire, l'éco-conception, la sobriété digitale. Alors l'économie peut-être non circulaire, on l'a appris. La biodiversité, la santé globale. Clairement, à l'heure actuelle, le point faible de notre DU, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éclairage sur les aspects biodiversité. Donc on espère mais on a fait avec les moyens du bord. On avait un seul collègue qui travaillait sur ces questions-là, qui a pu mettre ça en place. Mais voilà, on ne désespère pas de pouvoir renforcer la formation avec d'autres éléments, plutôt plus axés écologie. On travaille également avec des collègues de l'Université de droit sur le droit de l'environnement et les politiques publiques. Également des collègues qui traitent de la question de la gouvernance et de la RSE. Les enjeux économiques contemporains liés au nexus énergie, climat et environnement, les enjeux de la transition énergétique dont on a parlé, ou de la non-transition, et les histoires de ville et d'aménagement et de transport durable seront couvertes. Et enfin, il y a une UE chapeau qui consiste à la communication et au travail en mode projet, donc, pour lequel ils seront accompagnés. Je vous donne juste un exemple. Alors là, c'était au moment de la construction de notre projet, une manière de vendre le DU. Comment on voulait faire? Là, on avait eu l'idée on s'était dit, tiens, un projet de développement de panneaux solaires sur une parcelle agroforestière. Comment? C'était sur le plateau de Saclay. Par exemple, c'était un projet, on s'est dit, oui, on pourrait peut-être proposer un projet comme ça. Comment se répartissent les étudiants? Donc on imaginait qu'il y a un étudiant qui vient de Centrale Supélec, un étudiant qui vient d'AgroParisTech,
un étudiant qui a fait le master ECLA, qui est sur les climats de la Terre, et puis un autre qui venait du master économie et de l'environnement et de l'énergie. Et du coup, on arrivait donc... Ce projet était traité par ces 4 étudiants et on leur indiquait voilà, les UE qui suivent sur la base de leur expertise initiale et en complément, en lien avec le projet qu'ils allaient mener. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils utilisent les UE qui vont suivre pour nourrir leur projet, donc en complément de formation. Bon, ça, c'était la théorie. En pratique, là, on est dans comment on met en place tout ça. On les a encouragés à suivre toutes les UE parce que concrètement, pour former les groupes projets, voilà, on y va au pas à pas. Mais on a été hyper contents et c'était assez enthousiasmant la semaine du 19 au 23 d'avoir... on a organisé une semaine inaugurale qu'on a ouverte au public en se disant on veut faire bénéficier aussi la communauté Paris-Saclay de ces cycles de conférences parce qu'on avait réussi à inviter beaucoup de collègues pour on va dire les séances inaugurales, c'est-à-dire les séances introductives de chaque cours. Valérie Masson-Delmotte a été une des premières à accepter de venir présenter le rapport du GIEC, mais on a eu aussi Franck Lecoq qui est venu présenter les résultats du groupe 3 du rapport du GIEC. Donc on a eu plein d'intervenants. Et on a eu plein de monde, pas que des étudiants en fait. On a eu beaucoup de gens, sans doute pas suffisamment. Là, c'était pour la conférence de Valérie, donc oui, il y avait du monde. Mais je dirais qu'on avait globalement... on a eu 210 inscrits sur l'ensemble de la semaine et on a eu la surprise de voir des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs qui venaient d'autres universités, qui avaient entendu parler de cette semaine de conférence. C'était gratuit, hein, c'était juste sur inscription. Et il y avait des gens qui avaient fait le déplacement pour pouvoir être présents toute la semaine, parce qu'en fait, c'était des conférences qui étaient tous les jours de la semaine, avec ce programme-là. Et vraiment des ouvertures, c'était des conférences introductives, donc ça donnait à voir ce que les étudiants allaient un peu explorer un peu plus en profondeur, dans la limite des 20 heures, parce que c'est quand même pas très... C'est vraiment des cours d'introduction sur les thématiques qui sont abordées. Et voilà, donc je vous donne... et donc notre première promotion... On a 20 étudiants qui sont inscrits, avec des formations diverses, mais néanmoins un fort vivier de physiciens. Et on aurait souhaité avoir plus de... J'ai terminé. On aurait souhaité avoir plus d'étudiants de sciences sociales. On ne désespère pas que ce sera le cas. Et vous avez une idée des projets qui leur sont proposés sur, par exemple, les 2 premiers, la gestion des biodéchets, les outils de méthode d'évaluation d'un PCAET, ils sont proposés par la communauté d'agglomération de Saclay. On a un projet d'économie circulaire qui est proposé par une entreprise qui souhaite mettre en place un système de récupération de son matériel. On a un projet sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments qui est proposé par un chercheur de Centrale Supélec. On a un projet qui vient d'une start-up plutôt axée sur la bio-ingénierie, donc c'est la mise en micro-particules d'air, partir de l'eau de mer, reprendre l'humidité de l'eau de mer pour ensemencer, irriguer avec des... comment on appelle ça, micro-gouttelettes d'eau. Donc extraire de l'humidité de l'air, des micro-gouttelettes pour irriguer des petites parcelles. Bon, c'est un projet de bio-ingénierie. Et un autre projet porté par une entreprise sur la qualité du bâti et le changement climatique à l'échelle de Paris-Saclay. Donc c'était plutôt intéressant. Je voudrais juste terminer pour insister sur la dynamique du collectif qui nous a accompagnés pendant la construction de ce DU. On était tous des collègues, on se connaissait peu au départ. Et le fait d'avoir le sentiment de répondre à un vrai besoin
alors, c'était sans doute le besoin des étudiants, mais il y avait sans doute beaucoup de besoins peut-être individuels dans son poste pour participer à une formation de ce type. Et ça s'est vraiment fait... c'était hyper enthousiaste de participer à la construction de cette formation. Et l'idée aussi que, en fait, ces étudiants-là, on ne va pas les former pour poursuivre en thèse. C'est vraiment pas l'idée, en fait. C'est vraiment de former des étudiants qui deviennent acteurs de leur métier suivant, qui vont créer leur métier suivant. En fait, on nous a demandé de lister des potentiels débouchés. Et en gros, c'était les étudiants se créeront leur propre emploi, en fait, parce qu'ils auront acquis une expertise, en tout cas une manière de faire qui leur permet de comprendre et de travailler avec un nombre d'acteurs variés. Et voilà, pour plus d'informations.